Voici peut-être le phénomène naturel le plus meurtrier qui ait jamais existé. Un ultracyclone est un cyclone d'une extrême intensité, qui peut atteindre 30 km de hauteur et qui pénètre dans la stratosphère jusqu'à la couche d'ozone. C'est une gigantesque tempête, avec des vents qui pourraient souffler à plus de 800 km/h. Ce phénomène aurait-il pu être responsable de la plus grande extinction de l'histoire de notre planète? Seul un événement d'envergure planétaire aurait pu provoquer l'extinction des dinosaures. Y aurait-il eu une tempête préhistorique si explosive qu'elle aurait fait disparaître 75% de la vie sur Terre? Mais surtout, cela pourrait-il se reproduire? Il y a 65 millions d'années, une météorite fondait l'espace pour aller s'écraser sur la Terre. Ce rocher qui s'est détaché d'un astéroïde devait être de la même taille que l'île de Manhattan. Cette météorite lancée à presque 50 000 km/h ne rencontra aucun obstacle dans sa course folle en direction de la Terre. Ce rocher de 10 km de large laisse en traversant l'atmosphère un sillage de feu et de fumée. Sa destination finale est un coin d'océan calme et tranquille, à côté de la péninsule mexicaine du Yucatan. La puissance de la collision dépasse tout ce qu'on peut imaginer. L'énergie dégagée est colossale, de l'ordre de 100 millions de mégatonnes. Quand on sait qu'une mégatonne équivaut à une bombe à hydrogène, ce sont 100 millions de bombes à hydrogène qui explosent au même moment sur la côte mexicaine. Toute forme de vie qui se trouverait à proximité de l'impact se verrait anéantie juste par la chaleur, par l'onde de choc, les tsunamis. La zone de collision se transforme instantanément en un chaudron incandescent. La mer commence à refluer dans ce cratère profond de 30 km et se met à grésiller comme de l'eau dans une poêle chaude. L'eau au contact des parois brûlantes de ce trou forme de la vapeur à la surface de l'océan. La chaleur fait monter cette vapeur. Elle se condense en nuages orageux qui s'élèvent jusqu'à la stratosphère. L'eau à la surface de l'océan s'est considérablement réchauffée. Elle a atteint les 50 degrés. Cette impressionnante température sera le facteur déclenchant d'une tempête démesurée qui pourrait bien avoir été le phénomène le plus puissant de l'histoire de notre planète. Un ultracyclone. Un ultracyclone est un immense cyclone qui monte jusqu'à la stratosphère. Les cyclones que l'on connaît ne montent guère que jusqu'à la basse stratosphère, alors que les ultracyclones sont 2 fois plus hauts. Leur taille se situe entre celle d'une tornade et d'un cyclone, et ils sont d'une violence extrême. Un ultracyclone ne fait que 15 km de large, ce qui est plus petit qu'un cyclone normal. Mais l'ultracyclone s'élève jusqu'à 30 km de hauteur, donc 2 fois plus haut qu'un cyclone, et il pénètre dans la stratosphère. Ce phénomène serait certainement assourdissant. On entendrait un grondement continuel, un peu comme un moteur d'avion en réaction, en plus du vacarme produit par toute tempête. Il y aurait des éclairs et des coups de tonnerre. L'élément le plus violent d'un ultracyclone est le vent. Il peut atteindre des vitesses spectaculaires dépassant les 800 km/h, c'est-à-dire 2 fois plus rapide que les cyclones les plus puissants. Si la vitesse du vent d'un cyclone est 2 fois plus rapide que celle d'un autre cyclone, cela ne veut pas dire que ce cyclone est 2 fois plus puissant en termes de force de vent. En fait, il sera 8 fois plus puissant. Donc, si on compare un vent de 300 km/h et un vent de 600 km/h, ce dernier vent sera 8 fois plus puissant. Et dans les ultracyclones, on pourrait avoir des vents encore plus violents. Ça nous donne une petite idée de la puissance que les ultracyclones pourraient dégager. On n'est plus très loin de la vitesse du son quand on s'approche des 800 km/h. Quand vous êtes sur l'autoroute, que vous roulez à 100 km/h, mettez votre main dehors et vous aurez un aperçu du type de force qui peut s'exercer sur un bâtiment dans ce genre de circonstances.
Mais cette gigantesque tempête préhistorique a-t-elle vraiment eu lieu? Si tel est le cas, l'ultracyclone serait alors plus qu'une super tempête. Il deviendrait surtout le principal suspect dans la plus grande affaire de meurtre de l'histoire de notre planète, n'ayant jamais été résolue. L'extinction des dinosaures. Partout sur Terre, les couches géologiques portent la trace d'un moment unique et déterminant pour la suite de l'évolution de la Terre, une catastrophe mondiale. Elle aurait provoqué la disparition de 75% de la vie sur Terre. Cet événement donna naissance à l'âge des mammifères, qui, quelques millénaires plus tard, vit l'homme s'élever en haut de la chaîne alimentaire. C'est ce qu'on appelle l'extinction KT, que Kirk Johnson étudie depuis de nombreuses années. Il existe une limite KT. Le K est l'abréviation de Crétacé et le T, c'est pour tertiaire. La limite KT renvoie à la période où l'ère du Crétacé s'achève et où commence celle du tertiaire. Nous sommes au bord de la crique de West Bijou, dans les plaines du Colorado de l'Est. À première vue, il n'y a qu'un ravin et de l'herbe, mais en fait, on peut y voir des couches d'argilite et de grès qui se sont déposées au fond de lacs et d'étangs il y a 65 millions et demi d'années. Entre mes orteils et mon épaule, on peut contempler 20 000 ans de l'histoire de notre planète. Au milieu, il y a la limite KT. Et c'est impressionnant parce qu'en dessous de cette limite, il y a cette ère du Crétacé, si riche avec les dinosaures, une grande diversité de plantes, d'ammonites, de reptiles volants. Et au-dessus de cette couche, il n'y a plus rien de tout cela. C'est un monde complètement différent. Il y a l'ère des mammifères au-dessus et l'ère des reptiles en dessous. Et c'est arrivé à ce moment précis de l'histoire, en une seule fois, il y a 65,51 millions d'années. Pendant des années, les scientifiques se demandèrent comment une telle extinction de masse avait pu se produire. Une peste planétaire avait-elle pu éradiquer les dinosaures? Ou serait-ce un changement radical de climat? Puis, en 1980, le physicien Luis Alvarez et son fils Walter, géologue, mirent au jour un indice inattendu. Alors qu'ils examinaient les couches rocheuses de la limite KT, ils découvrirent une couche d'argile qui contenait un degré élevé d'iridium, un élément chimique dont ils ne pouvaient expliquer la présence. L'iridium fait partie des métaux du groupe du platine et il est très rare d'en trouver sur Terre. Par contre, il est plus courant d'en trouver sur les météorites. Alors quand Walter et Luis Alvarez découvrirent cette surprenante quantité d'iridium, ils se dirent qu'une grande partie de cet iridium était peut-être due à un astéroïde ou à une comète. Et à partir de ce moment-là, germa l'idée que l'extinction aurait pu être provoquée par une météorite. À divers endroits de la planète, plusieurs échantillons de la strate d'argile de la limite KT, datant de la même époque, contenaient une impressionnante quantité d'iridium. L'indice sur lequel reposait la théorie de l'impact des Alvarez faisait sens. Il y avait un taux d'iridium anormalement élevé sur de nombreux sites de la limite KT. Je l'ai moi-même souvent observé. Et quand on se rend sur des affleurements tels que celui-ci, on voit bien qu'en dessous de cette couche, il y a des dinosaures et au-dessus, il n'y en a plus. C'est une des plus grandes découvertes de l'histoire. Les Alvarez calculèrent qu'une météorite de 10 km de large s'était écrasée sur notre planète et que l'iridium qu'elle contenait avait été projeté sur toute la surface de la Terre. Mais il restait encore un mystère. En 1980, quand cette théorie commença à émerger, la réaction immédiate a été « très bien, mais où est le cratère ?» Les Alvarez répondirent que le cratère d'un tel astéroïde devait faire une centaine de kilomètres de diamètre, ce qui est énorme. Or, aucun cratère de cette taille n'avait jamais été recensé sur Terre. Mais comme par chance, au moment où les Alvarez proposaient leur théorie, des compagnies pétrolières découvrirent les traces d'un gigantesque cratère au fond de l'océan, près de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Si on allait au Mexique aujourd'hui pour voir le cratère, on ne verrait pas grand-chose. Par contre, on verrait des puits très intéressants, des cénotes, des lieux de culte maya, dans lesquels on peut faire de la plongée. Ce sont des puits qui s'enfoncent dans des roches calcaires. Quand on pointe tous ces puits sur une carte, curieusement, ils forment un demi-cercle. Dès les années 90, vu les preuves que constituaient la limite KT et le cratère du Yucatan, la communauté scientifique s'accorda à penser qu'une météorite avait bel et bien provoqué une apocalypse mondiale il y a 65 millions d'années. Mais il restait encore des zones d'ombre.
la zone de collision de la météorite était restreinte. Alors, qu'est-ce qui avait pu faire disparaître 75% de la vie sur toute la surface de la Terre? Le problème, c'est que pour avoir une extinction totale des dinosaures, il a fallu qu'il y ait un mécanisme qui tue toute forme de vie partout sur la Terre. Ça laisse beaucoup de place à la spéculation. C'est très facile d'imaginer les répercussions du crash d'une météorite, en se basant sur la physique et en faire des scénarios avec d'énormes tsunamis, avec d'immenses tremblements de terre, avec des pluies acides, avec des éjectats qui retombent. Chacun de ces phénomènes sera meurtrier à sa manière. Une des théories les plus reconnues parle de tornades de feu qui transformèrent notre planète en un vaste four ardent. Presque instantanément, tout ce qui se trouvait à l'air libre fut calciné. Voilà ce qui se passe. La météorite tombe sur le Mexique. Tout autour de la Terre, le ciel s'embrase. Si on répartit cette énergie de manière égale sur toute la Terre, cela équivaut à une bombe à hydrogène d'1 mégatonne tous les 6 km. Les incendies se propagent partout où se trouvent des combustibles, ils brûlent aussi fort que des hauts fourneaux pendant plusieurs heures, et la totalité de la biomasse engagée dans ces incendies est réduite en cendres. Plus une seule souche d'arbres carbonisés, plus un seul steak de dinosaure cramé. Une autre théorie suggère que le crash de la météorite a projeté une énorme quantité de débris dans l'atmosphère et que ceux-ci réchauffèrent considérablement la Terre. Selon nos estimations, le niveau de dioxyde de carbone de l'époque serait 6 ou 7 fois celui que nous connaissons aujourd'hui. C'est comme si on mettait une couverture dans l'atmosphère qui capterait toutes les radiations thermiques dans le but de réchauffer la planète. Mais en 1995, Kerry Emanuel, professeur au MIT, développa une fascinante théorie. Cette météorite aurait-elle pu déclencher une série de tempêtes démesurées qui auraient eu raison des dinosaures? Il y a 65 millions d'années, la vie sur Terre connut un changement radical quand une météorite de 10 km s'abattit sur la péninsule du Yucatan au Mexique. Suite à l'impact, 75% des espèces qui vivaient sur Terre disparurent. Cette météorite est-elle la seule responsable? Les théories sur les conséquences de cet impact ont afflué de toutes parts de la communauté scientifique, allant d'un réchauffement global de la planète à des tornades de feu sur toute la surface de la Terre. Mais aucune de ces théories ne faisait l'unanimité. La vraie question c'est, d'accord, une météorite s'est crashée, mais qu'est-ce qui a tué les dinosaures? La météorite se crache, tout ce qui se trouve en dessous est bien évidemment directement détruit par la météorite. Mais quels ont été les mécanismes meurtriers qui ont été déclenchés et qui ont éradiqué les dinosaures? Est-ce que ce sont les incendies provoqués par les éjectats qui retombaient? Est-ce que c'est parce qu'il a fait nuit pendant un an et que comme les plantes ne poussaient plus, ils ne pouvaient plus se nourrir? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des pluies acides? Il y a une multitude de choses qui pourraient expliquer pourquoi les dinosaures n'ont pas survécu à l'impact de la limite KT ou à ses effets immédiats. En 1995, une nouvelle théorie relançait le débat. Elle suggérait que la cause de cette extinction de masse pourrait être la tempête la plus gigantesque qu'on ait jamais vue. Mais l'homme à l'origine de cette théorie, Kerry Emanuel, se penchait sur toute autre chose que l'extinction des dinosaures. Ce professeur au MIT, spécialiste des cyclones, avait découvert, et par hasard, l'hypothétique existence d'un immense orage, l'ultracyclone. Au cours des années 80, Kerry Emanuel et Rich Rotuno, un autre scientifique, créent des modèles informatiques dans le but de comprendre les causes des formations des cyclones les plus violents. Nous essayons de revenir à la base de la physique des cyclones pour tenter de comprendre la nature à l'aide de nos modèles. Les cyclones tirent leur puissance de la chaleur des océans et commencent à se former lorsque la température de l'eau en surface atteint les 26,5 degrés. Plus l'eau est chaude, plus le cyclone sera intense.
Nous avons remarqué qu'en programmant les océans à une haute température, nos modèles ne proposaient pas de solution pour ce type d'équation. Il y a des combinaisons de paramètres pour lesquelles la réponse est l'infini. C'est ce que l'on appelle une singularité. C'est une équation qui n'a pas de solution. Ce que cela veut dire, c'est que les lois physiques qui régissent normalement l'intensité d'un cyclone peuvent atteindre un certain point où elles réagissent de manière complètement différente. Nous avons inventé le mot hypercane, littéralement ultracyclone, pour nommer le type de cyclone qui dépasserait ces limites. Alors j'ai demandé à Rich Rotuno, est-ce que tu crois qu'il serait possible de trouver un modèle pour ces cyclones, un modèle qui prendrait en compte ces conditions spéciales? Et il a répondu que ça devait être possible. Avoir un modèle, cela permet de contrôler certains éléments qu'on ne pourrait pas contrôler dans la réalité. On peut par exemple faire grimper la température de l'océan à 50 degrés, ce qui est extrêmement chaud pour faire démarrer un ultracyclone. Ce modèle prévoyait des vents qui pourraient souffler à plus de 800 km/h. Des vents d'une force encore jamais vue de mémoire d'homme. Il nous est apparu que c'était possible et que cela essayait de nous apprendre quelque chose sur la nature. Mais pour qu'un ultracyclone se forme, l'océan devrait auparavant avoir atteint une température de 50 degrés. Ce qui pose un problème. Il n'existe aucun endroit sur Terre où l'on puisse trouver une telle température à la surface de l'océan. Même sous les tropiques, la température de l'eau dépasse rarement les 32 degrés. L'apparition d'un ultracyclone est soumise à une gigantesque décharge d'énergie, d'une puissance telle qu'elle pourrait réchauffer une masse d'eau jusqu'à des températures jamais atteintes. Comment porter une partie de l'océan à des températures extrêmes? Nous avons imaginé qu'un corps extérieur, comme une météorite, soit entré en collision avec la Terre et ait réchauffé une partie de l'océan, mettons sur 160 km de diamètre, à une température de 50 degrés, c'est-à-dire très élevée par rapport à la température maximum que l'on peut effectivement trouver. Alors, presque immédiatement, dans les heures qui suivraient, un ultracyclone se déclarerait. Une météorite aurait-elle pu provoquer un ultracyclone il y a 65 millions d'années? Pour l'instant, les ultracyclones n'existent que dans le monde des modèles informatiques. Mais pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent, il n'y a pas à chercher très loin dans notre monde. Le fonctionnement d'un ultracyclone est très proche de celui d'un cyclone, une des forces les plus puissantes et destructrices de notre planète. Pour se rendre compte de la puissance d'un cyclone de taille normale, il faut songer qu'en seulement 20 minutes, si on additionne les vents de ce cyclone et la chaleur libérée par la condensation dans les nuages d'orage, l'énergie produite par ces deux éléments serait supérieure à l'énergie produite par tous les systèmes électriques de notre Terre. De fait, les cyclones sont des moteurs thermiques. Ils convertissent l'énergie thermique en énergie éolienne. La chaleur est fournie par l'océan et elle passe ensuite dans l'atmosphère au cours de l'évaporation de l'eau. Le cyclone se nourrit d'air chaud et humide, dont il tire son énergie en refroidissant l'air et en le transformant en nuages. Ces spirales au centre de l'orage emportent avec elles la chaleur et l'humidité. Au fur et à mesure que les nuages d'orage se solidifient, apparaît un tube au centre qui fait office de cheminée. La chaleur et l'humidité attirées par les nuages remontent le long du mur de l'œil et se dispersent ensuite dans l'atmosphère en tournant dans le sens inverse de celui de l'œil. Ce qui alimente les cyclones, c'est l'évaporation de l'eau de mer et c'est pour ça qu'ils s'affaiblissent en arrivant sur Terre. Quand ils se déplacent au-dessus des eaux chaudes, au cœur des cyclones se produit un cercle vicieux. L'air ascendant ne peut se refroidir parce qu'il est en permanence au contact de la chaleur qui se dégage de l'océan. Et dans un ultracyclone, c'est précisément ce cercle vicieux qui s'emballe. Ce mécanisme prend beaucoup d'ampleur dans un ultracyclone. Quand on monte la température de l'océan, ce cercle vicieux s'intensifie. Plus la pression est basse et plus la chaleur monte dans le courant d'air qui est attiré par le centre du cyclone, ce qui renforce notre cyclone. Et ce processus continue jusqu'à ce que tout cela se transforme en ultracyclone. Il ne suffit pas de prendre un simple cyclone et de multiplier son volume pour obtenir les vents d'un ultracyclone. La différence majeure entre un cyclone et un ultracyclone, ce n'est pas juste la taille, c'est surtout qu'il est plus puissant et plus intense.
Bien que chaque cyclone fasse la une des journaux, il y en a moins qu'on ne le pense. Un certain nombre de facteurs doivent se produire simultanément pour qu'un cyclone apparaisse. Ça marche un peu comme les stars d'Hollywood. Il y a beaucoup de gens qui ont du talent, mais il faut une bonne dose d'incidents et de chance, et que tout cela arrive au bon moment pour devenir une méga star. Par exemple, la température de l'eau. Elle doit être au moins à 26 degrés et demi. C'est un paramètre essentiel du climat actuel pour qu'un ultracyclone se forme. Quand le cyclone commencera à tourner, il brassera l'eau de l'océan. Alors si la couche de chaleur est trop fine et si l'eau froide est trop proche de la surface, la température de l'eau baissera, le cyclone s'autorégulera ou ne pourra pas prendre toute sa puissance. Il est nécessaire aussi d'avoir un air chargé en humidité. Si le cyclone surplombe de l'eau très chaude mais se trouve dans un air sec, les nuages d'orage ne pourront pas se former et le cyclone ne pourra pas gagner en intensité. Le dernier ingrédient qui permettra la formation d'un cyclone, c'est l'absence de cisaillement du vent. La moindre variation de la vitesse du vent dans la partie supérieure de la tempête empêchera l'apparition d'un cyclone. Si tous ces ingrédients sont réunis, de l'eau chaude sur une certaine profondeur, de l'air très humide, une activité orageuse et peu de cisaillement du vent, alors un très gros cyclone est possible. Il existe une théorie sur l'intensité maximale potentielle des cyclones, grâce à laquelle on peut calculer la force d'un cyclone si tous les éléments sont en place. Et il est très rare de voir des vents qui dépassent 270 km/h. Mais le plus puissant des cyclones ne serait rien face à un ultracyclone. Les vents d'un ultracyclone qui pourrait souffler à 800 km/h seraient dotés d'un pouvoir de destruction encore jamais vu sur Terre. Mais l'extinction des dinosaures ne peut être due qu'à ce seul phénomène d'ultracyclone. En revanche, les conséquences d'un ultracyclone pourraient en être responsables. Sur notre planète, plane encore l'ombre d'un assassin. Les cyclones, une des forces les plus destructrices de notre planète. Chaque année, ce sont en moyenne 11 cyclones qui se forment dans l'Atlantique, mais seule la moitié d'entre eux arrivent jusqu'à nos côtes. Mais une fois sur le continent, ces tempêtes génèrent des vents supérieurs à 250 km/h. Mère Nature peut parfois se montrer sévère. Les conséquences peuvent être dévastatrices à cause des vents, des ondes de tempête, de la pluie, des éclairs et des tornades. Voilà ce que peut causer un cyclone quand il aborde les côtes. Les cyclones sont porteurs des plus grandes menaces envers la population. En termes de destruction et de mort. En 2005, le monde a assisté à l'une des tempêtes les plus mortelles, l'ouragan Katrina. Je pense que l'ouragan Katrina n'a fait que montrer aux Américains et au monde entier combien une ville pouvait être vulnérable et comme un ouragan pouvait être dévastateur, même à notre époque. Je pense que personne ne nous aurait cru si on avait dit il y a 10 ans qu'un ouragan pouvait tuer presque 2000 personnes. La population dut faire face aux inondations massives que Katrina sema dans son sillage. Ce sont quelques 2000 personnes qui moururent noyées quand la tempête déferla sur la ville. Il ne restait presque rien de la Nouvelle-Orléans. La ville fut inondée à 80%. Les fenêtres avaient volé en éclats. Les gens sont morts noyés. Mais ce chaos et cette désolation seraient bien peu face à la force inimaginable dont ferait preuve un ultracyclone. Un puissant ouragan a la capacité de réduire une ville presque à néant. Mais la plus gigantesque des tempêtes jamais conçues pourrait-elle avoir provoqué une extinction planétaire? En 1995, Kerry Emanuel, professeur au MIT, avança la théorie selon laquelle il y a 65 millions d'années, une énorme tempête préhistorique aurait pu déployer sa force mortelle qui aurait été fatale aux dinosaures. Haut de plus de 30 km, soufflant des vents de plus de 800 km/h, cet ultracyclone pourrait bien avoir été la preuve magistrale de toute la colère dont est capable la nature.
Jamais on n'a pu constater des vents similaires aux vents théoriques d'un ultracyclone. La vitesse maximale jamais mesurée à la surface de la Terre était de 371 km/h. On n'aurait jamais rien vu de tel. Il y aurait une pluie de coups de foudre, on verrait une sorte de colonne de nuages qui monterait à perte de vue et qui s'étirerait comme un champignon en haut, illuminé par tous les éclairs. Surtout en pleine nuit, ce serait spectaculaire. Mais le vrai coupable qui se cacherait dans cette gigantesque tempête ne serait ni le vent, ni les éclairs. Il faudrait plutôt aller voir du côté des réactions en chaîne que produirait cet ultracyclone et qui donnerait naissance à un ennemi invisible. La plupart de la lumière qu'émet le Soleil est visible, ce sont les rayons qu'on voit et qui nous réchauffent. Mais une partie de la lumière solaire est invisible. Ce sont les ultraviolets qui peuvent avoir des effets non négligeables sur de nombreuses formes de vie et qui peuvent même être mortels. Tout comme les cyclones, les ultracyclones font monter le long du mur de l'œil de la vapeur d'eau, qui s'échappe ensuite par le haut. Mais les cyclones ne font que 12 à 15 km de haut. Les ultracyclones, eux, avec leurs plus de 30 km de hauteur, atteignent la stratosphère, dans laquelle se trouve la couche d'ozone, ce bouclier qui protège la Terre des dangereux rayons ultraviolets. Et c'est ce qui nous a poussé à nous demander ce qui se passerait si on envoyait de l'eau dans cette partie de l'atmosphère. Et d'après nos calculs, la présence d'eau dans cette partie de la stratosphère aurait pour effet de détruire de manière assez importante la couche d'ozone. En théorie, si un ultracyclone faisait monter de la vapeur d'eau jusqu'à la stratosphère, l'eau réagirait alors avec l'ozone. Sous l'action des rayons ultraviolets, les molécules d'eau, H2O, se combinent aux molécules d'ozone, donnant des radicaux OH et HO2, faisant disparaître ces molécules d'ozone. Ce processus détruirait la couche d'ozone, dont le but est de protéger la Terre des radiations solaires. Ces radiations peuvent tuer les animaux, les plantes, la vie aquatique. Mais quelle est la probabilité pour qu'un seul ultracyclone de seulement 25 km de large ait pu injecter suffisamment d'eau de mer dans la stratosphère pour réussir à détruire la totalité de la couche d'ozone? S'il n'y a eu qu'un seul supercyclone, alors les chances sont minces. Mais le professeur Emmanuel pense que le cratère laissé par la météorite aurait pu continuer à brûler pendant plusieurs jours et qu'il aurait pu favoriser l'apparition de plusieurs ultracyclones, multipliant ainsi les risques de destruction. Nous avons supposé qu'il ait pu y avoir une succession d'orages qui aurait duré aussi longtemps que les conditions atmosphériques s'y seraient prêtées et aussi longtemps que l'eau serait restée chaude. Si tel a été le cas, alors la couche d'ozone aurait pu être submergée et disparaître complètement. Plus aucun obstacle n'aurait empêché les rayons ultraviolets d'atteindre la surface de la Terre et d'y tuer tout ce qui s'y trouvait. Tout ce qui se trouvait exposé au soleil aurait été en danger. Je ne pense pas que cela aurait pris très longtemps, une semaine ou deux aurait suffi. Mais comment 25% des espèces animales et végétales réussirent-elles à survivre? Elles possédaient un avantage que les dinosaures n'avaient pas, ce qui leur permit d'instaurer un nouvel ordre mondial. Il se trouve que la poussière est un très bon isolant et une simple cavité à 30 cm de profondeur suffit à protéger de la chaleur. La question c'est, quel genre d'animaux pouvaient bien se trouver sous terre et dans l'eau au moment de l'impact? Eh bien ce sont les mammifères, les tortues, les lézards, les grenouilles, les serpents, les alligators, les poissons. Ce sont précisément ces animaux qui survécurent. Pour tous ceux qui étaient plus gros qu'un chat et qui vivaient sur Terre, alors pas de bol, ils disparaissaient des couches géologiques postérieures à la limite KT. Cependant, cette théorie selon laquelle un ultracyclone aurait pu éradiquer la vie sur Terre n'a pas que des adeptes. Je suis sceptique quant au rôle des ultracyclones dans l'extinction de la vie à l'ère du Crétacé. Il n'est pas prouvé que la destruction de la couche d'ozone provoquée par les cyclones soit ce qui a réellement engendré la disparition de la vie sur Terre. Je ne remets pas en cause les ultracyclones, mais ce n'est pas parce qu'il n'y avait plus aucun dinosaure une semaine après l'impact que ce sont les ultracyclones qui en sont responsables. Mais il est très plausible que suite à l'impact, les conditions climatiques aient changé et qu'il y ait eu des ultracyclones. Mais alors, quel est le vrai responsable de la disparition des 3/4 de la vie sur Terre après la collision?
Dans l'état actuel de nos connaissances en physique et de nos modèles informatiques, les ultracyclones ne peuvent être définitivement écartés. Je ne crois pas que nous ayons systématiquement dénigré toutes les autres théories. On ne s'est pas dit pour l'instant rien ne marche, alors on va trouver notre propre idée sur la chose. J'ai plutôt l'impression qu'on a une réponse, mais qu'il nous manque la question. Le vrai coupable reste à trouver. Mais y a-t-il des traces de passage d'ultracyclones? Quelles preuves avons-nous de leur existence? La réponse se cacherait-elle dans les couches géologiques? C'est peut-être la force la plus destructrice de la nature. L'ultracyclone. Une gigantesque tempête, bien plus compacte qu'un cyclone, mais d'une puissance encore jamais vue sur Terre. Les ultracyclones auraient-ils pu effacer 75% de la vie sur Terre? Les ultracyclones ne sont pour l'instant que théoriques. Alors, existe-t-il des preuves de l'existence de ces gigantesques tempêtes? Si preuve il y a, alors on peut les trouver partout sur Terre. Il suffit de se pencher sur cette fine couche de sédiments pour comprendre ce que certains scientifiques considèrent comme la plus vaste scène de crime du monde. Dans cette limite KT se trouvent les preuves matérielles qu'une météorite s'est abattue sur Terre il y a plus de 65 millions d'années. Mais cette limite KT cache-t-elle aussi la preuve que des ultracyclones se soient formés après cette collision? C'est une excellente question qui nous a pas mal occupés. Peut-on trouver des traces d'ultracyclones dans les couches géologiques? Il est possible de déterminer les régions côtières que ces ultracyclones auraient pu frapper et d'aller voir ensuite si l'on peut déceler des indices prouvant cet événement, à condition qu'on trouve bien des strates de l'époque correspondante. Un de ces indices potentiels pourrait être le combustible qui alimente les ultracyclones, l'eau de mer. Les ultracyclones tirent toute leur puissance de l'eau chaude des océans. Le sel que contient l'eau de mer aurait-il laissé des traces dans les couches géologiques? Un ultracyclone brasserait énormément de sel de mer. Mais ce sel qui aurait été injecté dans la stratosphère ne serait pas forcément retombé dans des gouttes de pluie. Il aurait pu se disperser avant de retomber. Cependant, même si l'on trouvait d'importantes doses de sel, il resterait encore de nombreuses questions. Le nouveau casse-tête, ce serait comment différencier les dépôts de sel d'un ultracyclone de ceux d'un tsunami. Même le professeur Kerry Emanuel reconnaît que les chances de trouver des preuves formelles sont minces. Le problème du sel, c'est qu'il est facilement dissous et emporté. Cela aurait pu arriver, mais quant à savoir si on en verrait des traces dans les couches géologiques, rien n'est moins sûr. Reste maintenant à la science de trouver le facteur révélateur qui pourrait différencier un ultracyclone d'un autre phénomène dans la limite KT. Et même si l'existence d'ultracyclones n'est pas avérée, nous devons quand même faire face à une autre question. Doit-on s'attendre à ce type de phénomène dans le futur? La présence d'eau chaude est le principal facteur déclenchant la formation de cyclones ou d'ultracyclones. De nombreux scientifiques estiment que les cyclones sont amenés à être de plus en plus violents. Le réchauffement de la planète ne fait qu'augmenter les risques d'avoir des cyclones toujours plus forts. Il se pourrait bien qu'on voit le nombre de cyclones diminuer, mais dans ce nombre, il y aurait des cyclones bien plus intenses que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Quant à essayer de savoir si tel ou tel cyclone sera meurtrier, c'est une question face à laquelle la science se trouve encore démunie. De fait, les scientifiques sont dans l'incapacité d'expliquer pourquoi telle tempête se transforme en cyclone alors que telle autre s'apaise. Nous savons prévoir la trajectoire des cyclones, mais nous sommes incapables de prévoir leur degré d'intensité ou d'expliquer pourquoi ils seront intenses. On ne peut pas créer de cyclones en laboratoire. On doit faire avec des modèles informatiques. Même ceux d'entre nous qui sont à l'origine de ces modèles n'en sont pas sûrs à 100% tant qu'on ne peut pas les comparer avec ce qui se passe dans la nature. Même s'il est bien sûr impossible de recréer un cyclone en laboratoire, à l'université de Miami, Brian House dispose de nouveaux outils qui permettent d'observer la dynamique entre l'océan et l'atmosphère au cours d'un cyclone.
Si la température des océans augmente effectivement chaque année, ces études seront précieuses pour essayer de déterminer dans quelle mesure tel ou tel cyclone pourrait ou non s'intensifier. Dans ce bac sont recréés des vents pouvant aller jusqu'à 215 km/h, ce qui correspond aux conditions climatiques réelles d'un cyclone. On peut ainsi étudier ce phénomène dans un environnement contrôlé. Ces vents vont interagir avec la surface de l'eau, tout comme le feraient les vents d'un cyclone avec la surface de l'océan. Nous pouvons observer avec précision l'endroit où l'air entre en contact avec l'eau et étudier les mouvements de cette frontière. C'est à l'endroit où le vent et l'eau se rencontrent qu'ont lieu frottement et transfert de chaleur, qui sont des éléments clés pour déterminer la puissance d'un cyclone. Les expériences de Brian House lui ont permis d'apporter quelques explications quant à la formation des cyclones les plus puissants. On pensait que le frottement était de plus en plus important au fur et à mesure que les vents forcissaient. Mais nous nous sommes rendus compte que cela se vérifiait jusqu'à un certain point, au-delà duquel la surface de l'océan s'aplanissait sous la force du vent. Qui dit océan plat dit moins de possibilités de frottement. Pour Brian House, cette conclusion est une avancée majeure. Cette découverte est de taille. Elle permet de comprendre comment des cyclones peuvent se développer au-delà de ce qu'on pensait. Ces avancées doivent beaucoup à une nouvelle technologie optique qui a été utilisée dans ce laboratoire. Des lasers et des capteurs infrarouges permettent aux scientifiques d'examiner les propriétés de l'eau sans être physiquement au contact de celle-ci. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une technique de mesure de vélocité par particules, grâce à des lasers et des particules qui flottent dans l'eau. Avec ceci, nous pouvons établir la carte des mouvements de l'interface air-eau. Ce sont des particules de 50 microns. Nous en avons mis des millions. Et elles nous servent à connaître le déplacement de chaque goutte d'eau. Grâce à cela, on peut mesurer la pente de l'eau à un endroit donné, étudier la houle, pour ensuite déterminer l'amplitude des mouvements et les caractéristiques générales de la surface de l'océan. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les scientifiques spécialistes des cyclones. Un grand pas vient d'être franchi dans le domaine de la prévision des intensités des cyclones. Les cyclones dévastateurs ne cessent de se multiplier, les océans de se réchauffer. Les chercheurs s'interrogent donc, quel type de cyclone devrons-nous bientôt affronter? Faut-il s'attendre à un ultracyclone? En 2005, l'ouragan Katrina prouva qu'un seul ouragan suffisait à plonger une ville moderne dans le chaos et la désolation. Un certain nombre de scientifiques affirment aujourd'hui que Katrina n'est que le premier d'une longue liste. Selon eux, le réchauffement de la planète a aussi une influence sur la température de l'océan. Et cela ouvre la voie à des ouragans toujours plus violents. Les experts s'accordent à dire que c'est autour des tropiques que le risque est le plus important. De nombreuses villes de Floride, ou celles situées sur la côte américaine du golfe du Mexique, seront les premières visées. Mais quelle ville pourrait tenir bon face à la superpuissance d'un ultracyclone? Le phénomène météorologique qui se rapproche le plus de l'ultracyclone est le cyclone de catégorie 5, dont les vents peuvent dépasser les 240 km/h. Mais le XXe siècle n'a vu que 3 cyclones de cette catégorie toucher les côtes américaines. Étonnamment, bien qu'il y ait eu beaucoup de cyclones aux États-Unis, seuls 3 cyclones de catégorie 5 au cours du siècle précédent se sont abattus sur nos côtes. Il y a eu l'ouragan de la Fête du Travail en 1935 qui a frappé les Florida Keys et a tué quelques centaines de personnes, et l'ouragan Camille sur la côte du Golfe en 1969. Le dernier en date remonte à 1992. Quand l'ouragan Andrew ravagea Miami et la Floride du Sud. Cet ouragan prit 65 vies et fit presque 30 milliards de dollars de dégâts. Pendant l'ouragan Andrew, les toits se sont envolés, les murs effondrés, les familles se réfugiaient dans leurs baignoires pour s'abriter. La destruction a été presque totale pour de nombreux quartiers. Et si le même ouragan devait se reproduire aujourd'hui, vu l'augmentation de la population qu'on a pu constater ces 15 dernières années, il ferait facilement 2 fois plus de dégâts. Mais un ouragan de catégorie 5, comme l'ouragan Andrew,
ne serait qu'une légère brise comparée à la puissance d'un ultracyclone. Est-il possible à notre époque qu'un ultracyclone se déclare? C'est un scénario difficile à concevoir. Pourtant, Kerry Emanuel, à l'origine de la théorie des ultracyclones, pense qu'une météorite comme celle qui est entrée en collision avec la Terre il y a 65 millions d'années n'est pas le seul facteur qui pourrait faire atteindre à l'océan les températures élevées dont a besoin un ultracyclone pour se former. Par exemple, une importante activité volcanique sous-marine pourrait faire l'affaire. En fait, il se trouve qu'au fond de la mer Rouge, aujourd'hui, à cause de l'activité volcanique, on peut trouver des endroits où l'eau atteint presque la température d'ébullition. Certains disent, mais je ne sais pas quoi en penser, que parfois l'eau est tellement bouillante qu'elle remonte jusqu'à la surface. Si c'est vrai, alors au moins en théorie, cela pourrait déclencher un ultracyclone. Si un ultracyclone s'invitait réellement dans notre monde actuel, alors les dégâts qu'il ferait seraient cataclysmiques. Les habitants de Miami seraient pris au piège. Alors que la tempête avance inéluctablement vers les côtes, l'atmosphère calme et tranquille fait bientôt place au vent et à la pluie. Et une fois que l'ultracyclone est sur la ville, ces vents proches de la vitesse du son arrachent presque tout ce qui dépasse du sol. Vous pouvez oublier votre rendez-vous chez le coiffeur. La destruction serait totale. Il n'y aurait que quelques survivants et encore. C'est le genre de phénomène dévastateur qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Essayez d'imaginer ce qui serait en train de voler à 800 km/h. Il y aurait du verre, de l'acier, du béton, des troncs d'arbres, des corps, des animaux. Rien ne resterait au sol. Il paraît évident que rien ne résisterait au passage d'un ultracyclone. Les villes comme Miami ont maintenant des lois anticycloniques strictes pour la construction d'habitations. Mais ces bâtiments ne tiendraient pas le choc face à un ultracyclone. Les constructions anticycloniques sont conçues pour résister à plusieurs éléments. Presque toutes les constructions aux États-Unis sont conçues pour résister à un vent de 150 km/h. Quand on s'approche des côtes, le degré de résistance va jusqu'à 240 km/h. Mais l'ultracyclone a des vents d'une telle rapidité qu'il dépasse et de loin nos normes de protection. Serait-il possible de bâtir une structure qui puisse défier les vents d'un ultracyclone? On peut espérer que des bâtiments de type bunker pourraient être assez résistants. Il faudrait peut-être les enterrer un peu pour éviter de donner une prise au vent. Et je pense que si on fait des constructions suffisamment basses et relativement massives, si on protège les angles, si on essaye d'empêcher les accélérations du vent en arrondissant les façades, alors il doit être possible de faire des bâtiments résistants. Mais même si l'on arrivait à construire quelque chose qui pourrait résister au vent produit par un ultracyclone, cette tempête réussirait de toute façon à provoquer un désastre face auquel l'homme serait impuissant. La destruction de la couche d'ozone. On ne pourra peut-être jamais prouver que c'est un ultracyclone qui est responsable de la destruction de la couche d'ozone et de l'extinction des dinosaures. Mais si ces reptiles préhistoriques n'avaient pas disparu, l'évolution aurait pris une toute autre route. Si les dinosaures n'avaient pas été éradiqués, il est plus que probable qu'ils seraient encore là aujourd'hui. Et les mammifères ressembleraient peut-être toujours à des rats. Ces extinctions de masse ont joué un rôle immense dans le monde tel qu'il se présente aujourd'hui. Notre planète serait complètement différente. D'un certain point de vue, on peut dire que nous sommes le produit fini de la succession de ces extinctions de masse. Peut-être ne saurons-nous jamais si une météorite a ou non déclenché des ultracyclones. Mais les scientifiques sont unanimes. Continuer les recherches ne pourra que nous aider à faire d'importantes découvertes pour la science. Je pense que les ultracyclones font partie des théories les plus intéressantes. Ce sera à la prochaine génération de scientifiques d'apporter de nouvelles réponses. C'est une chose d'énoncer une théorie, les ultracyclones ont pu exister. Mais ont-ils vraiment existé ?
Je trouve que pour les phénomènes théoriques comme les ultracyclones, qu'ils aient existé ou non, c'est un très bon exercice de les conceptualiser et d'essayer de comprendre comment ils fonctionnaient et le rôle qu'ils auraient pu avoir joué dans l'histoire. Honnêtement, je pense qu'il y a plus d'explications rationnelles, probables, au sujet des extinctions de masse. Et tant pis si elles ne nous aident pas forcément à comprendre le passé, j'aimerais savoir ce qu'elles pourraient être. On apprend beaucoup sur la nature. Et finalement, on comprend tellement mieux ce monde dans lequel nous vivons.